Salut à tous, aujourd'hui je me fâche avec Sony et on va parler du Sony A7S III Mini. Enfin, ça c'est le nom que le boîtier aurait dû avoir si Sony l'avait marketé correctement. On parle réellement du ZVE1, boîtier destiné au vlog. Je pense même que demain, après-demain, lundi, j'en rirai encore. Je vous explique rapidement pourquoi ce boîtier est mal marketé et pourquoi c'est une dinguerie. Vraiment, ce boîtier est excellent. Moi, ce boîtier, j'ai pu l'essayer sur l'événement organisé par IPLN et Sony, et franchement, c'est une folie. J'étais pas du tout venu pour ça, j'étais venu pour tester la 9.3, l'Alpha One, le 300 mm f2.8, et absolument pas celui-là. Et du coup, Achille m'a dit, tu l'as essayé ce boîtier? Il est vraiment ouf. Et du coup, je l'ai pris en main, je l'ai essayé, j'ai checké un peu les specs, et c'est une folie furieuse. Là où, de base, je l'aurais jamais regardé parce que pour moi, c'était une vulgaire évolution du ZVE10, mais à un prix exorbitant, et bah au fait, pas du tout. C'est une miniaturisation de l'A7S III à un prix relativement abordable. Alors oui, forcément, quand on compare les deux, pourquoi d'un coup c'est devenu abordable? Parce que la technologie qu'il embarque, c'est une folie. Je vous explique maintenant pourquoi c'est une caméra idéale pour commencer en vidéomaking. Alors, on est sur un capteur rétroéclairé Exmor R de 12 mégapixels accompagné d'un processeur Bion XR, donc le processeur qu'on retrouve sur la plupart des boîtiers haut de gamme de chez Sony, et en plus de ça, on rajoute une petite puce supplémentaire qui va permettre d'accélérer les calculs pour tout ce qui est généré par l'IA. Je vous en parle un petit peu plus tard. Alors on revient juste sur ces specs là. Capteur 12 mégapixels, rétroéclairé, donc gestion des basses lumières de folie. En plus de ça, dual ISO jusqu'à 12800. En natif. C'est-à-dire que, oh, tu galères un peu, t'es à 6004, c'est pas ouf, tu commences à avoir du bruit, mais machin, boum, 12008, petit soleil, y a plus de problème de lumière. Ça, juste ça, y a quasiment aucun boîtier qui le fait. Et on arrive à 12008 avec zéro bruit. Ça, juste ça, c'est une dinguerie. Alors jusqu'à là, vous pouvez me dire, oui, mais ça, même en vlog, ça peut être intéressant. Ah oui, 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 oui. C'est vrai que vloguer le soir, se mettre un petit 12008, ça fait plaisir, mais il n'y a pas que ça. Pourquoi je vous dis que c'est un A7S III Mini? C'est dans ses specs vidéo. Parce que oui, à 12 mégapixels, vous oubliez la photo. Alors il y en a qui vont dire, oui, ça va être très bien. Ouais, au minimum 20 mégapixels pour la photo. C'est un minimum. Plus on remonte vers les 40, mieux c'est. Le gros avantage, c'est que le 12 mégapixels en vidéo, on a des énormes photosites, et du coup, on a une bonne gestion des basses lumières, et de toute façon, on n'a pas besoin de plus. 12 mégapixels pour du 4K, c'est nickel. Pourquoi je vous dis que c'est un A7S III Mini? Ça va aller très vite. Capteur stabilisé, 422 10 bits, 4K 120 images par seconde et Full HD 240 en embarquant un S-Log 3 et un Cineton. C'est les mêmes specs que la 7S III, avec la FX3, tout pareil. À partir de là, à quel moment c'est fait pour le vlog? C'est fait pour faire du vidéomaking. Vraiment. Alors il y a des gens qui vont dire oui, ça chauffe un peu. Oui, forcément, parce que même la FX3 et la 7S III, pour avoir beaucoup tourné avec, dans des endroits chauds, on commençait à avoir des indicateurs de chauffe. Ils se sont jamais arrêtés. Mais on commençait à avoir des indicateurs de chauffe. Alors la même chose dans un boîtier plus petit, forcément, à un moment donné, il y a de l'overheat. Moi, tout ce que j'ai tourné avec, j'ai pas eu de problème. Il n'y a pas eu d'indicateur, il y a pas eu d'arrêt du boîtier, ni rien. Mais a priori, il y a un problème de chauffe. On m'a aussi dit qu'il y avait des gros problèmes de chauffe sur le R5 et le R6. Moi, en vue de mon utilisation très fréquente à des gros rythmes, ils se sont jamais arrêtés. Donc je pense qu'encore une fois, si on prend connaissance de son boîtier et qu'on s'en sert convenablement, il y a zéro problème. Alors c'est sûr que ça sera pas un boîtier pour faire de la captation de spectacle ou pour faire de l'interview qui dure 45 minutes, mais pour une grande partie du travail d'un vidéomaker, c'est juste parfait. Alors, tout à l'heure, on parlait un petit peu d'IA. L'IA va notamment servir pour la meilleure gestion de l'autofocus. L'IA va aussi servir pour le recadrage automatique. C'est-à-dire que vous posez votre boîtier sur trépied, vous sélectionnez votre sujet, et le boîtier va recadrer directement dans l'image et va suivre pour que votre sujet soit toujours bien au centre de l'image. Je pense qu'en filmant large et en recadrant nous-mêmes les images en post-traitement, c'est de meilleure qualité. Mais si vous voulez pas trop vous casser la tête, que vous voulez juste que vous soyez bien au centre de votre image, et du coup en plus ça fait un espèce de petit tracking dynamique, pourquoi pas. Moi je suis pas fan de ça, mais en même temps c'est mon taf, donc moi je préfère tout faire moi-même. Mais pour ceux qui ont pas trop envie de se casser la tête et qui veulent faire des vidéos d'eux en gagnant du temps, en ayant quelque chose d'assez simple, c'est plutôt cool. Après, pour ceux qui commencent et qui veulent pas trop se prendre la tête, un boîtier à ce prix-là, je suis plus mitigé. En plus de ça, il y a un recadrage fort pour la stabilisation, donc ça va recroper fort dans l'image, et du coup on va avoir une stabilisation améliorée. Encore une fois, je pense que la qualité sera pas forcément au rendez-vous, donc ça sera bon moyen, mais ça sera jamais à la hauteur d'un gimbal, ou ça sera jamais à la hauteur d'un vrai bon post-traitement. Mais bon, ça encore une fois, si vous avez pas envie de vous prendre la tête, ou si vous avez pas encore tout à fait le budget pour acheter un gimbal, dans un premier temps, ça peut faire l'affaire. Autre chose aussi qui est exceptionnelle, j'ai vu dans la vidéo de présentation, ouah, effet bokeh full frame. Du coup, t'as un truc et t'appuies et ça te donne un effet bokeh. C'est exceptionnel! Du haut
C'est déjà un boîtier full frame, donc t'as juste à avoir un caillou avec une grande ouverture. Ah ouais, Sofiane, mais les objectifs à grande ouverture, c'est cher. 50-1.8, ça vaut que dalle. Ça vaut que dalle, il y a une grande ouverture. La qualité optique chez Sony du 50, elle est ok, elle est plus que ok. Voilà, pourquoi rajouter sur un boîtier aussi haut de gamme des merdes de smartphone, quoi. C'est exactement la même chose que l'effet portrait, où ça va détourer pour mettre un espèce de flou d'arrière-plan et bokeh dégueulasse. Aucun intérêt. Ça, c'est vraiment typiquement de l'assistance IA pour des boîtiers bas de gamme. Je suis désolé, un boîtier à 2700 balles, c'est plus un boîtier bas de gamme. Achetez des vrais cailloux. Il y a des cailloux qui sont pas très chers et qui vont vous donner un bokeh très chouette. Là, vraiment, il y a quand même 2-3 trucs. C'est comme les moods. C'est l'équivalent des luttes en interne où tu vas pouvoir changer ta couleur. Ouais, mais bon, les gars, à un moment donné, si on a des caméras où on peut filmer en log, si on peut avoir du cinétone, c'est qu'on sait faire un minimum d'étalonnage, ou qu'au pire, on connaît l'existence d'une lutte, et que du coup, on peut avoir des luttes préfaites pour les mettre dessus. Il y a vraiment des trucs, je trouve que dans ce boîtier, il n'y a pas de cohérence, et c'est dommage, au fait. Ils mettent des trucs de boîtier bas de gamme pour faciliter l'utilisation des débutants, et derrière, ils nous mettent des specs de monstres comme la 7S3 dedans. Ouais, je suis pas sûr, les gars. Vraiment, il y a des trucs, pour moi, c'est vraiment inutile, quoi. C'est comme le tracking, comme... Oui, ça peut aider, mais faites un boîtier vlog, créateur de contenu, petit budget, et faites un A7S3 mini avec des specs, un truc utilisé pour les professionnels, même qui débutent dans la profession. S'il t'est, Boubou, tu as besoin de bol. Mais là, c'est un peu tout mixé, c'est dommage, quoi. Parce que le boîtier, il est vraiment cool, et il y a des trucs qu'on aurait pu faire sauter, on aurait pu retravailler sur d'autres choses. Je trouve ça dommage. Autre chose qui est très bon, c'est que pour la plupart des boîtiers compacts, ils ont des batteries dégueulasses. Là, c'est pas le cas, ils ont la même batterie que la 7S3 et la FX3. Sur les générations d'avant, les batteries étaient absolument dégueulasses. Depuis la 7S3 et la FX3, les batteries sont vraiment cool. Elles sont très clairement à la hauteur, elles tiennent très bien la charge, elles ont une bonne longévité, elles sont en plus très solides. Alors oui, elles sont un peu chères, mais honnêtement, vous verrez, vous allez vraiment kiffer de pouvoir faire des recs pendant très longtemps sans aucun problème. Ça, c'est vraiment cool. Alors maintenant, on va parler un petit peu prix. Voilà aussi pourquoi je disais que ça n'a rien à faire dans la gamme ZV, parce que le ZV-E10 vaut environ 850 €. Ça, c'est une vraie caméra de vlog, ça embarque le minimum syndical, c'est léger, petite batterie, petit poids, etc. Là, on est sur un boîtier qui vaut 2700 € nu. Voilà. Donc pour commencer ou juste pour faire du vlog, je pense que le ZV-E10 est un choix un petit peu plus judicieux, parce que pour le même prix déjà vous pouvez avoir 2 caméras et des objectifs. Alors que là vous avez pour 2700 balles rien du tout. Il y a un pack aussi à 3000 € avec un 28-60 qui embarque avec, c'est pas une grande optique mais ça permet d'avoir une optique directement avec le boîtier. Et ça c'est plutôt cool. Mais voilà, je pense que le boîtier est quand même relativement cher pour du vlog, et à contrario, ben, pour faire du vidéomaking, une caméra à 3000 balles, c'est ok. C'est ok parce que ben, professionnellement ça peut servir, on peut faire beaucoup de choses avec. Et c'est un boîtier ultra quali et très qualifié pour faire de la vidéo de qualité. Donc en conclusion, excellent boîtier, 2700 € pour la qualité du boîtier, c'est plus que ok. Je le trouve très bien, la prise en main est vraiment chouette. Alors c'est un boîtier léger, donc un peu les micro-tremblements qui sont un peu accentués, mais je pense qu'en vrai avec une petite cage, une petite poignée, ça on peut le compenser, puis avec l'expérience aussi d'utilisation. Je suis désolé Sony, j'espère que vous n'êtes pas trop fâché. Mais le boîtier est vraiment bien. Franchement, si vous êtes chez Sony ou si vous n'avez pas de marque et que vous voulez vous lancer dans le vidéomaking, je pense que actuellement ça fait partie des meilleurs boîtiers, très honnêtement. Pour un boîtier qui fait que de la vidéo, de toute façon en format DSLR, actuellement les meilleurs, toutes marques confondues, c'est la FX3 et la 7S3, et maintenant la 7S3 mini, aka le ZV-E1. Moi j'ai tourné avec, je me suis régalé, j'aimerais bien retourner avec, faire vraiment un projet complet avec, ça serait vraiment cool, parce que bah mine de rien, c'est petit, ça prend pas de place, donc je trouve ça vraiment cool. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec moi sur le principe que c'est quand même un boîtier haut de gamme mal marketé qu'un haut de gamme vlog placé bizarrement dans la gamme. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà utilisé, ce que vous en pensez. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao.